Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera non pas sur une notion de science, mais bien sur de la technique. En effet, en SVT, que ce soit au brevet ou au baccalauréat, une étude de document est forcément présente et consiste à répondre à une problématique, et ce, à partir d'une synthèse de plusieurs documents, parfois une dizaine. Alors, comment s'y prendre ? Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochains projets. Tout d'abord, il est bon de savoir que l'étude de document vaut 8 points le jour du bac, ce qui est près de la moitié de la note finale, ce qui est énorme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec seulement quelques connaissances, il est possible de réaliser une excellente étude de document, sans pour autant connaître chaque notion sur le bout des doigts. Mais pour que l'étude des documents se déroule bien, il faut néanmoins appliquer une démarche assez stricte et précise. Pour vous expliquer le principe de l'étude de document, quoi de mieux que de l'appliquer en pratique? Et pour cela, je vais analyser le sujet de baccalauréat tombé en 2023 sur la mucoviscidose. Alors, la première étape est de lire l'abstract. Peu importe le sujet, il y aura toujours quelques phrases d'introduction sur le sujet et elles sont très précieuses car elles vont constituer le cœur de votre introduction également. Regardons ici cet abstract. On nous introduit la mucoviscidose, maladie génétique qui a été découverte le siècle dernier et qui touche principalement les voies respiratoires et digestives. Cette maladie est due à différentes potentielles mutations dans un gène nommé CFTR. Depuis quelques années, un traitement constitué de 3 molécules est utilisé comme thérapie et semble très efficace seulement chez certains patients. Voilà, simplement avec ces quelques informations, on peut déjà écrire notre introduction entière sans même avoir lu la suite. Attention, en SVT, une introduction doit être courte, concise et ne pas contenir trop de connaissances théoriques sur les notions abordées. Par exemple, dans ce cas, on pourrait dire simplement que la mucoviscidose est une maladie génétique, c'est-à-dire qui est due à une ou plusieurs mutations dans un ou plusieurs gènes. Dans ce cas, il s'agit d'une maladie monogénique issue de mutations dans le gène CFTR et cela induit des troubles respiratoires et digestifs. Malgré une forte sévérité phénotypique de cette maladie, il existe néanmoins un traitement à base de 3 molécules qui semble très prometteur. Face à cette efficacité thérapeutique, il existe une limite quant au public ciblé et ne semble convenir qu'aux patients présentant la mutation DEL-F508. Mais pourquoi? On a donc amorcé le sujet et aussi terminé par énoncer la problématique, qui est, comme vous l'aurez sûrement compris, l'enjeu de cette étude de document. Maintenant, la deuxième étape est vraiment la plus complexe. Avant de vouloir trier les documents et en faire des liens, on va déjà prendre les documents un à un et essayer de résumer en une ou deux phrases ce qu'il nous apprend réellement. Réalisons cela pour chaque document, c'est vraiment le plus gros du travail. Le premier document va, comme le titre l'indique, parler du rôle de la protéine CFTR. Il s'agit d'un canal à chlorure fait de plusieurs acides aminés insérés dans les membranes de différentes cellules respiratoires et digestives. Son rôle est majeur car en effet, il permet en fonctionnant de fluidifier le mucus, permettant ainsi l'élimination de bactéries et d'impuretés qui s'y déposent. Cette fluidification est permise par un principe physique simple, celui de l'osmolarité. Vous le voyez, on peut ici insérer nos connaissances. En effet, en s'ouvrant, les canaux libèrent le chlorure en dehors de la cellule. Et comme l'osmolarité extracellulaire va augmenter, l'eau qui se déplace toujours du milieu le moins concentré au milieu le plus concentré va suivre et alors fluidifier le mucus. Donc, si on devait résumer ce document, on pourrait dire que le canal à chlorure CFTR joue un rôle dans la fluidité du mucus, empêchant la prolifération de micro-organismes ou bien le stockage d'impuretés chez l'homme. Maintenant, passons au document 1b. Il va parler de 3 allèles du gène CFTR mutés et va comparer leur séquence nucléotidique à la séquence normale. En comparant les séquences, d'abord d'ADN, on observe pour l'allèle DF508 une délétion d'un triplet de nucléotides en position 1522, ce qui aura pour conséquence la perte d'un acide aminé phénylalanine. Pour l'allèle G542X, on observe en position 1624 une substitution d'un G en T, induisant la formation d'un codostop
UGA est donc une protéine CFTR tronquée. Enfin, l'allèle G551D consiste en une substitution en position 1652 d'un G en A, changeant la glycine en aspartate. Ainsi, si on devait résumer ce document, il montre que les trois allèles du gène CFTR induisent la mucoviscidose de trois manières, soit en tronquant la protéine, soit en changeant l'acide aminé, ou bien en perdant un acide aminé, comme c'est le cas dans la mutation DEL-F508. Passons alors au document 2. Il nous donne diverses informations biochimiques sur la protéine CFTR. Une fois traduite, la protéine a une masse d'environ 140 kDa, mais va subir différentes étapes de maturation dans le réticulum endoplasmique pour avoir une masse finale de 170 kDa. Et c'est cette protéine mature qui formera le canal chlorure. Pour observer si ce processus de maturation est perturbé dans le cadre de mutation de CFTR, une électrophorèse a été réalisée. Il s'agit d'une technique consistant à faire migrer notre protéine sur un gel et d'observer à quel niveau elle migre. Plus la molécule est de faible masse moléculaire, plus elle va migrer loin. On observe alors deux fronts de migration relatifs aux protéines immatures et matures, de poids respectifs de 140 et 170 kDa. On observe pour le mutant G542X avec codon stop aucune protéine, ni mature ni immature. Et cela est logique, car on a formé un codon stop, donc la protéine est tronquée et n'a donc pas sa bonne forme ni masse moléculaire, donc aucune bande de migration n'est observée. Pour le mutant DEL-F508, avec la délétion de la phénylalanine, on observe uniquement un front à 140 kDa. Donc la protéine est bien produite, mais ne subit pas l'étape de maturation nécessaire à la formation d'un canal CFTR fonctionnel. Enfin, chez le mutant G551D, où une glycine est modifiée en aspartate, on a une bande à 170 kDa. Donc la protéine mature est bel et bien produite. Ainsi, pour conclure ce document, on peut dire que dans le cadre de l'allèle DEL-F508, la protéine CFTR est bien produite, mais n'est simplement pas mature. Le document 3 montre la localisation de CFTR dans un patient normal versus une personne atteinte de mucoviscidose par la mutation DEL-F508. On remarque très vite qu'on a une absence de CFTR dans la membrane chez le patient DEL-F508 et une accumulation du canal dans le réticulum endoplasmique. Ainsi, on peut résumer ce document en disant que dans le cadre de cette délétion, on a un blocage de la protéine dans le réticulum endoplasmique qui ne peut pas finir sa maturation. Continuons avec le document 4 qui parle du traitement utilisé chez les patients porteurs de la mutation DEL-F508. Celui-ci est fait de trois molécules, VX445, VX661 et VX770. Une électrophorèse a été réalisée pour comparer l'état de maturation de CFTR entre un patient sans traitement et avec traitement. On remarque sans traitement des protéines CFTR immatures d'un poids de 140 kDa comme vu précédemment. En revanche, chez les patients traités, on a une bande à 170 kDa qui apparaît, témoignant de la maturation de CFTR. En d'autres termes, ce document met en évidence que le traitement par ces trois molécules permet d'assurer la maturation de CFTR qui était bloquée dans le réticulum endoplasmique chez les patients avec la mutation DEL-F508. Pour prouver que cette mutation permet bien de retrouver le phénotype sain respiratoire du patient, les scientifiques ont mesuré le VEMS, qui correspond au volume maximal d'air qu'une personne peut expirer en 1 seconde, chez deux catégories, les patients DEL-F508 avec traitement ou avec inoculation placebo. On remarque que chez le placebo, on n'observe aucune variation de la VEMS, alors que, avec les trois molécules, le VEMS augmente considérablement, augmentant de 15%. Ce document confirme bien que ce traitement, en plus de favoriser la maturation de CFTR, permet aux patients de retrouver une protéine fonctionnelle qui restaure une capacité respiratoire plus importante chez le patient. Maintenant que l'on a fait l'étape la plus complexe, on doit trouver des transitions, des liens logiques entre les différents documents. Pour cela, on va reprendre les différentes conclusions que l'on avait écrites pour chaque document et voir comment on pourrait les articuler pour en faire une histoire, en quelque sorte.
Le document 1A était une introduction globale à la protéine CFTR. Le document 1B montre les différentes mutations de ce gène possibles et le document 2 explique les conséquences de ces mutations sur la maturation de la protéine. On peut donc suivre ce schéma. Tout d'abord, on parlerait de CFTR, son rôle chez l'homme, sa localisation, et on pourrait se poser la question, mais chez les patients atteints de mucoviscidose, quelles mutations sont responsables de cette maladie ? Une fois qu'on énumère les 3 allèles, on peut s'orienter au document 2 en disant maintenant qu'on a vu les différentes mutations possibles, on peut chercher à comprendre les effets de ces mutations sur l'état de maturation de CFTR. Le document d'après parle de la localisation cellulaire de CFTR muté DEL-F508. On peut alors dire, chez le mutant DEL-F508, la protéine CFTR n'est pas maturée. Mais donc reste-t-elle bloquée dans un organelle de maturation ou bien est-elle malgré tout intégrée dans la membrane de façon dysfonctionnelle ? Une fois qu'on a tout expliqué, on s'oriente vers les derniers documents qui parlent du traitement en disant une fois que l'on a caractérisé CFTR, l'impact de la mutation DEL-F508 sur sa maturation et localisation cellulaire, quel effet a le traitement proposé chez ces patients ? Vous le voyez, on a ici trouvé des questions ouvertes à chaque fois afin d'articuler chaque grande idée tirée des documents. On n'a donc plus qu'à terminer cela par une conclusion et on pourrait même en faire une petite ouverture. La conclusion a vraiment pour but d'être synthétique et de récapituler chaque grande idée pour répondre à la question donnée. Il faudrait donc dire que la protéine CFTR joue un rôle majeur dans les muqueuses respiratoires et intestinales, en passant par un processus de fluidification du mucus. Différentes mutations ont été découvertes chez ce gène et chacun ayant des effets sur la protéine différentes. On s'est focalisé sur la mutation DEL-F508 qui est une délétion d'un acide aminé et on a confirmé par électrophorèse que cela induisait une non-maturation de la protéine qui reste alors confinée dans son état immature dans le réticulum endoplasmique. Enfin, le traitement à base de 3 molécules a permis de relancer la maturation de CFTR et plus encore de rétablir une capacité respiratoire chez le patient plus élevée en faisant un traitement prometteur. On pourrait terminer avec une petite ouverture en disant qu'ici, on a montré le rôle majeur de la maturation de CFTR dans le phénotype normal, mais cela est bien plus complexe. Par exemple, pour la mutation G551D, certes on génère une protéine mature, mais la maladie est toujours présente. Donc potentiellement, cela serait dû à un changement d'acide aminé qui induirait une gène stérique ou un changement conformationnel empêchant l'ouverture du canal chlorure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons pu voir les grandes étapes de la démarche d'une étude de document, comment faire une introduction, analyser chaque document, les lier et en faire une conclusion. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite plein de réussite, à bientôt!